Bonjour à toutes et à tous, merci de participer à notre conférence de presse. Comme vous le savez, la commission du développement régional est la commission compétente au fond pour la réserve d'ajustement au Brexit, avec deux commissions associées, commission pêche et commission du budget. Nous avons procédé hier au vote sur les compromis et sur le règlement final concernant la réserve d'ajustement du Brexit. Et ce que je peux dire, c'est que nous avons obtenu un mandat très fort de la Commission du développement régional pour engager les négociations. Je vous rappelle les votes, 35 pour, 1 contre et 6 abstentions. Je crois, et j'en félicite le rapporteur Pascal Arimont, d'avoir réussi à trouver une unité assez exceptionnelle sur un règlement difficile avec des questions qui, vous le savez, sont extrêmement importantes. Nous avons, sur bien des points, et le rapporteur vous présentera cela en détail, amendé la proposition de la Commission. Nous avons trouvé des convergences avec le Conseil et nous avons également divergé avec le Conseil sur un certain nombre de points. Notre volonté à présent, munie de ce mandat fort, c'est d'avancer rapidement dans les négociations parce que dans les régions européennes et dans les secteurs concernés par les conséquences négatives du Brexit, la réserve d'ajustement au Brexit est très attendue. Nous souhaitons donc avancer rapidement et nous espérons que le Conseil a la même volonté et saura faire preuve de la flexibilité nécessaire pour que les 5 milliards d'euros puissent véritablement, très rapidement, venir atténuer dans les régions les impacts de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Je donne maintenant la parole à Monsieur Pascal Arimont, le rapporteur, s'il vous plaît. Merci pour tes mots et pour le soutien que tu as apporté à ce dossier les derniers 4 ou 5 mois. Un soutien important. Je souhaite tout d'abord également saluer tous les journalistes qui ont accepté de participer à cette conférence de presse aujourd'hui. Lorsqu'au début de l'année, nous avons obtenu ce mandat, en tant que commission, on nous a donné 3 informations. En premier lieu, on nous a donné donc le devoir de travailler sur cette réserve d'ajustement au Brexit et de l'appliquer de la manière la plus efficace possible. Deuxièmement, on nous a demandé également de faire en sorte que cet outil soit équilibré entre les différents États membres, les sommes en conséquence. Et en troisième lieu, on nous a demandé également, et c'est très important d'en parler ici, que ce travail soit effectué rapidement. Rapidement, cela ne signifie pas bien sûr que nous ne devons pas aller dans le détail, mais dans tous les cas, d'ici à juin de cette année, nous devrions terminer les négociations pour que ces fonds qui doivent être employés dans les différentes régions et dans les différentes entreprises puissent être utilisés donc à cette fin. Si je regarde le texte sur lequel nous nous sommes mis d'accord hier, je pense que sur tous les points, nous avons fait un bon travail. À mon avis, nous avons créé un texte qui a, à mon avis, très efficace, qui permet de répartir les fonds auprès de ceux qui en ont besoin le plus. Et nous avons également été en mesure de garantir que ces fonds soient répartis de manière équitable par le biais de la méthode de répartition, afin de garantir que les chiffres qui soient déterminés pour les différents États membres soient bien clairement définis au préalable et soient équilibrés. Et d'ici à la fin du mois de mai, normalement, lorsque la session plénière nous accordera un mandat à ce sujet, nous espérons que dès la semaine suivante, nous pourrons entamer le trilogue, ce qui nous permettra, je l'espère, d'ici la fin juin ou le début juillet, d'avoir un texte définitif qui nous permettra de verser les sommes d'argent. Nous avons élaboré 17 compromis et j'aimerais insister très clairement là-dessus. Je ne suis pas le seul, bien sûr, qui est responsable de ceci. C'est un travail que nous avons fait ensemble entre différents groupes politiques.
J'aimerais remercier également les collègues des autres fractions politiques qui nous ont donc aidés dans l'élaboration de ce texte et dans l'élaboration des compromis également. Ce n'est pas toujours le cas dans le Parlement européen. Nous ne trouvons pas toujours une majorité aussi claire et aussi nettement définie, mais je pense que dans des sujets de ce type, dans lesquels il est très important d'accompagner donc les citoyens suite à une crise économique, et il est important que nous travaillions ensemble étroitement pour que les fonds soient mis à disposition le plus rapidement possible, particulièrement lorsque c'est nécessaire. Donc le résultat des négociations hier soir sont très importantes et très positives. Je souhaite remercier tous ceux qui ont voté pour ceci, les 17 compromis. Younous vient de le mentionner. Sur certains points, nous travaillons encore étroitement avec le Conseil. Nous avons une position très similaire au Conseil, mais bien sûr, sur certains autres points, nous avons des avis divergents. Je pourrais expliquer tout ceci dans le détail, mais je souhaite simplement mentionner les aspects les plus importants. Lors de la période de référence, donc au cours duquel les investissements ont été faits ou doivent être faits, nous avons sectionné donc une durée qui va du 1er juillet 2019 jusqu'à fin septembre 2023. C'est un compromis également. Certaines dates beaucoup plus tôt ont été mentionnées, d'autres dates plus tard ont également été mentionnées. Et nous sommes donc mis d'accord sur une période qui se situe entre les deux, une sorte de compromis pour permettre à ceux qui ont d'ores et déjà investi de pouvoir donc utiliser ces fonds d'investissement. Le volume total s'élève à 5 milliards d'euros. C'est 5 milliards d'euros qui, en chiffres de 2018, il est important de mentionner ceci, bien sûr, lorsque nous parlons de chiffres européens. Ce chiffre correspond à l'intégralité du volume. Cette somme de 5 milliards sera répartie en 3 tranches. La première sera payée en 2021, 2 milliards. Ensuite, en 2022, encore 2 milliards. Et le dernier milliard sera payé seulement en 2025. Une fois qu'il aura été étudié, dans quelle mesure chaque État membre aura utilisé ces fonds. Dans le cas contraire, bien sûr, ces fonds retourneront dans l'outil et seront redistribués par la suite. Donc, concernant une tranche, nous avons donc un avis différent du Conseil sur ce point. Le plus difficile dans ce dossier est bien sûr la clé de calcul et la méthode de calcul. Nous avons fait beaucoup d'efforts, nous avons fait beaucoup de travail avec les différentes commissions pour essayer de trouver une solution équilibrée ici. Au départ, il y avait bien sûr des solutions qui paraissaient différentes, qui utilisaient des critères différents. Notre objectif a toujours été, dès le début, d'utiliser le critère proposé par la Commission, que nous ne les modifions pas, mais toutefois que, au-delà des 4 milliards, le dernier milliard, que nous appliquions une méthode de répartition à tout ceci et que nous soyons en mesure de répartir ceci équitablement entre les différents États membres. Nous avons été en mesure de le faire. Je peux vous dire également que nous avons beaucoup travaillé avec des tableaux Excel. C'était un travail très complexe avec les chiffres pour trouver un accord sur lequel nous nous sommes mis d'accord donc hier. Cela n'était pas un hasard. Le Conseil a bien sûr également donné un avis très précis. Nous avons également parlé avec les différentes délégations, avec les différents ambassadeurs, pour essayer de trouver une solution équitable et juste. Donc toutes ces connaissances, nous en avons tenu compte pour que, concernant cette partie du dossier, nous ne continuions pas de négocier et de nous disputer pendant des mois. Le Conseil et le Parlement se sont mis d'accord sur la même méthode de répartition et les chiffres sont identiques également. Par conséquent, je pense que cette partie du dossier, qui me paraît la plus difficile, est déjà réglée avant même que le trilogue ne commence. Et je pense que nous avons réalisé ici un travail très efficace avec un résultat très concret et très ciblé qui, bien sûr, portera ses fruits lorsque nous commencerons le trilogue. Les chiffres, vous les connaissez. Les 5 millions sont répartis de sorte que les États membres qui ont le plus été touchés par le Brexit bénéficient de la majorité du fonds. Mais bien évidemment, la question ici, c'est comment pouvons-nous évaluer à quel point un État membre a été touché par le Brexit. Nous avons étudié pour cela, bien sûr, l'import et l'export avec le Royaume-Uni, et nous avons divisé ceci par le PIB de l'État membre et utilisé ceci comme référence pour calculer ces sommes. Ce ratio décrit une certaine interdépendance entre l'économie, en tenant compte, bien sûr, de l'aspect commerce, particulièrement avec le Royaume-Uni. Cela répond également à la question
dans quelle mesure un État membre a aujourd'hui la possibilité d'absorber ce choc économique. Et pour nous, il était très important que ceci reste dans les critères. Nous avons été en mesure de le faire. Et donc, c'est pour cette raison que la Commission hier a validé ceci. Encore une chose qui nous paraît très importante, et nous avons travaillé étroitement avec la Commission de la pêche, c'est tout l'aspect de la pêche, bien sûr. Lorsque nous parlons du Brexit, les quotas de pêche et les conséquences du Brexit jouent bien sûr un rôle très important, notamment concernant les conséquences sur l'accord commercial. Dans beaucoup de cas, le chiffre de 25% de taux de capture de poissons en moins a été cité, mais le secteur de la pêche, nous ne souhaitions pas bien sûr l'ignorer dans le cadre des négociations, et par conséquent, dans le texte, nous avons mentionné ceci également et parlé de 7%. Donc c'était une demande très explicite de la part de la commission pêche. Bien sûr, ce secteur est particulièrement touché par le Brexit et de manière symbolique, il joue un rôle important dans ces discussions et par conséquent, nous avons pris une décision et nous avons intégré ceci bien évidemment dans le texte également. Nous avons également insisté sur le fait que nous aurions aimé que les fonds soient investis principalement dans les petites et moyennes entreprises, dans les PME et dans les structures un peu plus petites, dans les petites entreprises de pêche. Bien évidemment, les grandes entreprises ont beaucoup plus de facilité à absorber des chocs économiques de ce type que les petites structures. Et c'est la raison pour laquelle nous avons vraiment insisté sur le fait que les fonds soient investis en priorité dans les petites et moyennes entreprises et dans les petites structures d'une manière générale. Donc, pour résumer, ce texte est tout à fait acceptable pour la majorité des collègues. Je pense, c'est la raison pour laquelle nous allons en parler dès la semaine prochaine dans le cadre du trilogue avec la présidence portugaise. Et c'est un texte, bien entendu, que je soutiens pleinement, que je trouve excellent et que j'aimerais négocier avec le Conseil pour que, et c'est notre objectif, ces fonds soient rendus disponibles le plus rapidement possible et soient mis à disposition de ceux qui en ont le plus besoin, donc les personnes qui ont le plus souffert du Brexit et des conséquences. Merci. Oui. Je voudrais noter, vous l'avez sans doute noté, et autrement je veux le souligner, que la politique régionale, une fois de plus, fait la démonstration de sa capacité à intervenir en temps de crise. Au moment de la crise du Covid, c'est la politique régionale qui est intervenue à travers les règlements CRI et CRI+. Et nous avons fait la démonstration avec la réserve d'ajustement au Brexit qu'en temps de crise, c'est aussi la politique régionale qui entre en action pour venir en aide aux régions. Et s'agissant des régions, et Pascal Arimont l'a dit, notre commission est très attachée à ce qu'elles trouvent leur place dans la bonne gouvernance de ces fonds. Et ce sera également un point important dans la négociation qui va s'ouvrir avec le Conseil. Thank you. Merci beaucoup. Nous allons maintenant vous donner la parole pour vos questions. Pour celles et ceux qui participent à cette réunion sur Interactio, n'oubliez pas de demander la parole puis d'ouvrir le micro. Pascal, veuillez presser les please. Ok. Sorry, I thought. Désolé. Je croyais avoir parfaitement maîtrisé tout cela, mais en fait non, voilà. Désolé, j'ai raté le début parce que j'ai eu un problème en me connectant sur Interactio. Donc, je vous prie de m'excuser, Monsieur Arimont, si vous avez déjà répondu à la question. En ce qui concerne la clé de répartition, en comparaison avec ce qu'a proposé la commission UPN, quelles sont les évolutions et surtout quelles sont les différences avec la position du Conseil? Ensuite, en ce qui concerne le trilogue, c'est ma deuxième question. Pensez-vous pouvoir conclure ce trilogue
rapidement. J'ai cru comprendre que, en fait, la position du Parlement est assez proche de celle du Conseil. Et dernière question, si vous le permettez, pensez-vous qu'il y ait peut-être un danger de surcharge des autorités régionales par rapport aux fonds qui leur sont fournis par d'autres fonds? Ja, vielen Dank. Merci beaucoup, Monsieur Hansen, pour cette question intéressante, et je me réjouis de pouvoir répondre à vos 3 questions de manière concrète. En ce qui concerne la première question, quelle est la différence entre la clé de répartition choisie par le Parlement et la proposition de la Commission? Eh bien, c'est que la clé de répartition envisagée par la Commission s'appliquait aux 4 premiers milliards, mais pas aux derniers milliards. Or, l'enveloppe totale comprend 5 milliards et la Commission a été très claire. Pour 4 milliards, ils ont une clé de répartition qui est quasiment la même que celle que nous envisageons, alors que pour le dernier milliard, il y a un filtre qui indique que 0,06% du PIB s'appliquera à certains pays, mais pas à tous les pays, ceux simplement qui seraient éligibles. Assez tôt, nous avons constaté que, aussi bien du côté du Conseil que du côté des 108 amendements qui ont été déposés au Parlement, les collègues souhaitaient que le filtre pour le dernier milliard, pour la dernière tranche, soit supprimé. Il s'agissait donc de ne pas en tenir compte et de répartir entre tous les États membres le dernier milliard. C'est ce que nous avons fait, et cela veut donc dire que le résultat se fonde sur les critères définis par la Commission, mais que le dernier milliard, lui, bénéficiera à tous les États membres. Principale différence. Et la différence avec la position du Conseil, en fait, il n'y en a pas, donc il n'y a rien à expliquer, puisque, en fin de compte, nous sommes d'accord avec les chiffres qui ont été la clé de répartition qui a été élaborée par le Conseil. Tout cela, d'ailleurs, n'est pas tombé du ciel. Cela fait des mois que nous nous penchons sur ces modèle de répartition. Il y a eu dialogue avec le Conseil et l'idée c'est de se rencontrer au milieu, de trouver une position qui soit satisfaisante pour tous et notamment pour tous les États membres. C'est quelque chose de très important pour que ce processus se déroule bien. Et je pense donc que c'est un signe très positif par rapport au trilogue que nous soyons déjà d'accord en amont sur les chiffres. Et donc, quant à votre dernière question, le trilogue va-t-il se dérouler, aboutir rapidement? Eh bien, je crois que pour la clé de répartition et les chiffres qui ont été retenus, tout est en fait déjà acquis, donc nous ne perdrons pas de temps là-dessus. Le trilogue aura lieu le 17 juin et donc pour la première réunion du trilogue, normalement il y a 3 réunions techniques où les équipes se réunissent pour régler en fait toutes les questions techniques qui peuvent l'être, et puis ensuite au niveau politique, il y a donc, comme je l'ai dit, le trilogue du 17 juin pour régler toutes les questions demeurées en suspens. Je crois donc que d'ici la fin juin, d'ici début juillet, au plus tard, nous aurons abouti. Il y a quelques différences avec le Conseil. Sur d'autres positions, le mandat du Parlement et celui du Conseil sont très proches. Et donc, je crois que le fait que nous souhaitions être rapides ne signifie pas que nous souhaitions bâcler le travail. Nous avons un mandat très fort de la Commission et donc, en tant que Parlement, nous allons faire le travail à fond. Nous voulons également tenir compte des aspects multigouvernance de la commission évoqués par la commission pêche. Et pour ce qui est des mécanismes de contrôle que nous avons envisagés, tout cela, nous voulons le retenir et ce sont là des lignes rouges pour nous, en tous les cas, des choses sur lesquelles nous voulons nous battre. Ensuite, est-ce qu'il y aura un peu confusion avec des fonds structurels et d'autres? Eh bien non, je ne pense pas, parce que c'est exactement à cette réponse que le Parlement a voulu répondre en disant que nous ne souhaitons pas ici créer encore une autre structure. Non, il s'agit d'articuler de manière cohérente tous les fonds susceptibles de venir en aide aux régions concernées. Et je dirais que toutes les autorités régionales ou locales connaissent bien les règles d'utilisation de ces fonds. Ensuite, il s'agira évidemment pour chaque État membre de décider comment ces fonds sont utilisés. Ce que nous faisons, c'est que nous fixons le cadre avec les États membres, nous définissons les critères généraux et ensuite, c'est à chaque État membre de décider comment c'est appliqué concrètement, notamment dans les régions et dans les communes les plus touchées. Franchement, je ne pense pas que pour
une enveloppe somme toute modeste si on la compare à ce que le fonds de résilience comprend, par exemple, qu'il y aura la moindre difficulté. Je ne pense pas qu'il y aura des difficultés et je pense que dans les États membres, on est en fait très bien préparé à utiliser ces fonds dès que possible. Bonjour Pascal Hansen. Bon, je pense que c'est un peu rapide que de dire qu'il y a un alignement entre la position du Parlement et le Conseil. Nous avons trouvé une convergence sur la méthode d'allocation. Mais il y a un véritable travail d'amendement et un apport considérable du Parlement européen sur cette proposition. Des convergences avec le Conseil, des divergences, et j'espère à présent, avec le rapporteur, que le Conseil sera suffisamment flexible pour qu'on puisse, en un seul trilogue, avoir un accord. Mais cela suppose une ouverture du Conseil sur d'autres questions qui restent ouvertes et qui appellent à présent une véritable négociation. We have a next question. Nous avons une autre question. Joe Barnes de l'Express, ou Daily Express, si l'interprète a bien compris. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Allô? Vous m'entendez? Daily Express, en effet. Alors, donc, on parle de 5 milliards pour l'enveloppe totale, qui doit aider donc les pays les plus affectés. Nous avons vu que le secteur de la pêche souffre en France et que il y a des plaintes que les bateaux français, les bateaux de pêche ne puissent pas accéder aux eaux britanniques. Et donc, pensez-vous que les 5 milliards puissent être insuffisants et qu'il soit nécessaire, en fait, de dépenser plus d'argent au-delà dans l'Union européenne? Deuxièmement, croyez-vous que la France doive recevoir la part du lion, ou en tous les cas une part généreuse? C'est ce que M. Macron semble souhaiter. Alors, je ne sais pas quels sont les chiffres, mais il me semble qu'on envisage 450 millions pour la position ce qui a été négocié au Conseil. Et donc, on est quand même près du demi-milliard. Merci beaucoup pour cette question tout à fait pertinente. Monsieur Raymond repasse à l'allemand. Alors, j'aimerais répondre d'emblée à la dernière question. Donc, non, je dirais que le chiffre évoqué pour la France n'est pas juste, puisque au final, ce sera 270 millions. La proposition initiale de la Commission envisageait une enveloppe de 329 millions et n'envisageait pas que la France puisse bénéficier de la dernière tranche d'1 milliard. Donc, nous passons de 390 millions à 270 millions pour la France. Alors même que c'est la France qui a le plus bénéficié de la nouvelle clé de répartition. Bon, oui, bien entendu, il y a eu des exigences de la part de collègues ou des voix qui se sont manifestées au Conseil pour dire que la France devait en bénéficier davantage. Mais je crois que le compromis qui a finalement été trouvé est équilibré, puisque cela permet d'aider ceux qui sont le plus affectés. La France en fait partie, et c'est d'ailleurs pour cela que la France se situe en 3e position et reçoit la 3e contribution la plus importante. Alors, bien entendu, vous demandez si les fonds suffiront. Non, bien entendu non. Le choc économique causé par le Brexit, et nous avons d'ailleurs des chiffres disponibles depuis hier, qui montre que les échanges commerciaux entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne ont reculé de 25%. Ce que cela montre, c'est que nous avons là une situation de catastrophe économique. Donc, cette réserve va pouvoir atténuer les conséquences, mais dès le début, nous avons su et nous avons dit que cela va permettre de guérir, mais que cela ne va pas supprimer la blessure. Nous ne pouvons apporter qu'une partie de la solution. Bien entendu, les coûts iront au-delà de 5 milliards, et cela doit être prévu dès le début, puisque les États membres sont libres de dépenser plus d'argent pour aider les régions les plus affectées quand il y a nécessité. La France, par exemple, va dépenser 5 milliards. C'est ce qu'on a appris lors des négociations pour le cadre pluriannuel. C'est ce que on a appris de la part du Conseil. Ça ne sera pas suffisant en tous les cas. Merci.
une focalisation sur la France. De nombreux pays sont impactés prioritairement par la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, et ces pays-là trouvent leur juste part. Il faut penser également aux Pays-Bas, à l'Irlande, à la Belgique, à la France. Bon, en fonction de critères justes, ils bénéficient d'une allocation, et vous avez les chiffres dans ce qui a été voté hier. S'agissant de votre question, il est vrai qu'il y a des difficultés aujourd'hui autour de Jersey par rapport au respect de l'accord. Nous sommes là dans un autre champ que la réserve d'ajustement au Brexit. La France, sans doute, sera amenée elle-même à prendre un certain nombre de décisions, et puis peut-être demain l'Union européenne envisagera des réponses supplémentaires. Mais il faut voir comment se déroule la mise en œuvre de cet accord, et je crois que le commissaire Barnier, ce matin, qui s'est exprimé, a été assez clair sur cette question. We're running out of time. Alors, nous allons encore vous donner la parole pour 2 questions. France Télévisions, Pascal Verdeau. Oui, bonjour. En fait, ma question portait également sur la pêche. Vous avez largement répondu. Peut-être 2 petites précisions supplémentaires. La France, donc, serait le 3e bénéficiaire, qui sont les 2 premiers. Et puis surtout, je voudrais revenir sur vos priorités. Vous avez situé très bien une priorité concernant les petites entreprises de pêche qui seront les plus touchées. Est-ce que sur la pêche, il y a d'autres priorités que vous avez mis en avant et qui, selon vous, seraient pris en compte, bien évidemment, par les États membres? Merci. Merci beaucoup pour cette question. Vous avez demandé qui sont les deux autres qui sont devant la France dans la répartition des fonds. Donc c'est l'Irlande qui recevra 1,64 milliard et c'est les Pays-Bas avec un montant de 810 millions d'euros. Et puis la France avec 672. Pour vous répondre à votre question concernant la pêche, d'abord, on a voulu faire un earmarking, donc on fixe les montants que certains pays qui ont une allocation pêche doivent dépenser pour la pêche. Deuxièmement, on a voulu que ce seront prioritairement les petites structures, les petits pêcheurs qui recevront les fonds. Et une troisième chose on a un peu élargi le champ d'application des critères en disant que c'est pas uniquement les pêcheurs qui ont une perte parce qu'ils pêchaient dans les eaux britanniques où il y aura une perte de 25% de quotas, mais ce seront également les pêcheurs qui, parce que ces pêcheurs qui vont venir de la part, je dirais, des eaux britanniques pêcher ailleurs, qui auront une certaine perte dans leur possibilité de pêche, qui pourront bénéficier des fonds de ce fonds. Donc, il faut toujours démontrer le lien direct avec le Brexit, mais ce seront aussi les pêcheurs, je dirais, au sud de la France, en Espagne et au Portugal, qui pourront bénéficier des fonds du bar. Et une quatrième chose, ou quatrième élément, je crois important, c'est qu'on a voulu mettre le point sur le futur de la pêche qui devrait être, je dirais, en concordance avec la philosophie de la pêche de l'Union européenne, et que ce sera une pêche qui protège aussi les poissons, et qui protège en quelque sorte la pêche en soi, qu'on a mis dans notre texte et qui nous est important. One last question. Une dernière question de la part d'André Suka de London Economics, s'il vous plaît. Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Pouvez-vous activer votre webcam, s'il vous plaît? Autrement, les interprètes ne pourront pas vous interpréter.
Sorry, I don't think I can. It doesn't let me. On peut parler en anglais. Okay. Yeah, we're going to go ahead in English then. Vous pouvez continuer en anglais si vous le souhaitez. So my question is, do you think the EU is more prepared, less prepared, or similarly prepared to protect its country's economies than the UK? Direkt auf Ihre Frage zu antworten. Pour répondre directement à votre question, je ne connais pas le degré de préparation des différentes régions ou du Royaume-Uni d'une manière générale, de manière très précise. Cet instrument, nous l'avons créé justement pour aider les États membres et pour que tous les investissements qui ont déjà été réalisés et qui vont encore être effectués, pour pouvoir encourager ces derniers, pour pouvoir les soutenir. Et je pense que du côté de l'Union européenne, beaucoup de choses ont déjà été faites et de manière très précise et en tenant compte des conséquences à long terme. Les problèmes que nous avons vus au début de l'année n'étaient pas nécessairement imputables au continent européen. Les ports, les institutions douanières, les entreprises et tous les autres parties prenantes ont essayé de se préparer au Brexit qui a donc effectivement eu lieu. Et ces investissements, il s'agit maintenant de les encourager, de les soutenir, et c'est la raison pour laquelle l'Union européenne met à disposition des fonds pour que les États membres puissent être soutenus. Dans les faits, comment cela se passera, nous le verrons au fil du temps. L'accord commercial est nouveau et sera sans doute réajusté au fur et à mesure, mais ce qui est très clair, c'est qu'il n'y aura pas de gagnant de manière économique suite à ce Brexit. Et c'est triste, et c'est ce que nous constatons malheureusement 5 ans après. La question que je poserai, c'est est-ce que le Royaume-Uni est aussi préparé que l'Union européenne pour faire face aux conséquences du Brexit? Parce que vous aurez noté que les États membres de l'Union européenne bénéficient de la solidarité de l'Union européenne. Ce règlement en est une illustration, mais il n'y a pas que ce règlement. Vous avez l'ensemble des fonds de l'Union européenne, et en particulier ceux de la politique de cohésion, qui viendront en appui aux États membres qui sont impactés par ce Brexit. Je voudrais également dire, dans le prolongement de la question qui a été posée plus tôt, c'est que nous avons un accord et que cet accord oblige le Royaume-Uni et que le non-respect de cet accord peut conduire l'Union européenne à prendre un certain nombre de décisions, un certain nombre de mesures, et je suis certain que si le Royaume-Uni continue sur la voie inquiétante qu'elle a montrée ces derniers jours, alors l'Union européenne prendra les mesures de rétorsion qui s'imposent. We can take one last question. Nous pouvons accepter encore une question supplémentaire de Bernard du Standard, s'il vous plaît. We cannot see you, Bart. Bart, nous ne pouvons pas vous voir à l'écran malheureusement. Please press the speak button, Bart. Appuyez sur le bouton prise de parole, s'il vous plaît, Bart. Très bien, j'espère que vous me voyez maintenant. Une question pour Monsieur Herman. Quel montant recevra la Belgique? Car il y avait un risque que la Belgique sera l'une des victimes donc, de ce Brexit principalement. Et vous avez parlé des montants 2018. Comment cela sera-t-il ajusté? De antwoord is heel eenvoudig. 353 miljoen. Alors 335 330, c'est le montant prévu et... We don't have. Ah, sorry. Can you answer in English? Also 353 millions d'euros, c'est le montant. Oui, vous pouvez continuer. 353 millions 330 000, c'est le montant qui sera alloué donc à la Belgique. Il y a eu un essai de changer cette allocation et la Belgique était l'un des pays qui aurait beaucoup perdu si nous avions décidé sur un autre montant.
Si nous avions conclu sur notre montant, nous avons renoncé à ceci et dans le cadre de nombreuses discussions avec notre collègue, nous nous sommes donc mis d'accord sur la position selon laquelle la Belgique recevrait 553 millions. Je pense que c'est assez équilibré et pour preuve, la Belgique a accepté cette proposition lors du Conseil et donc la Belgique a l'air d'être satisfaite avec ce montant. Et la deuxième question, est-ce que vous pouvez peut-être me la rappeler? J'ai oublié la deuxième question. Ja, ob es 2008... Oui, la deuxième question. Il s'agit de chiffres 2018, tout à fait. Si nous souhaitons convertir ceci en chiffres actuels, il faut partir d'un montant d'un taux de conversion de 0,15 à 0,18% par an pour arriver au montant actuel. C'est assez simple à faire, mais nous nous sommes donc mis d'accord sur le fait que nous utilisons des chiffres année 2018, des chiffres nets 2018, et pour connaître le taux actuel, donc en cours, il faut faire un calcul de conversion bien sûr, mais pour la Belgique, cela signifie qu'en 2021, plus de 353 millions seront mis à disposition pour la Belgique, et nous nous trouverons plutôt à un chiffre de 380 ou 383 millions, cela sera sans doute le montant final que la Belgique obtiendra également en 3 tranches à ce moment.